Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu improvisée, comme ça on se retrouve dans une autre zone de la salle de production, une autre zone du bureau. En fait là il y a quelques minutes à peine, je viens d'enregistrer une partie de ce que je fais pour Free qui a récupéré une partie des droits de la Ligue 1 et qui est en gros sur leur appli, l'appli qu'ils ont montée récemment. En gros il y a une sorte de petit talk show qui est organisé et où je participe, et du coup tous les lundis matins j'ai un petit enregistrement avec le gars qui gère ça et on parle de la Ligue 1. Du coup, ce matin, on a parlé de PSG-OM, bien sûr, et du coup, je trouvais que c'était dommage de préparer toute cette rencontre, préparer toute l'analyse, et pas vous en faire profiter, vous qui êtes quand même d'assez loin les plus importants. Voilà, je voulais en faire une petite vidéo, mais juste comme ça, un petit peu facile à faire pour moi, où je relis un petit peu les notes que j'ai prises sur la rencontre, où je vous partage ça à chaud, en live, comme ça. Et du coup, parmi les axes que j'ai réfléchi pour analyser cette rencontre, le premier, c'est de se demander si cette victoire, d'abord, est-ce qu'elle est méritée pour Marseille? Et c'est vraiment une question intéressante, parce qu'à bien des égards, c'est pas facile de tracer la frontière entre est-ce que Paris perd ce match ou est-ce que Marseille le gagne? C'était une des formulations qu'on a eues pendant notre échange. Et si on regarde vraiment stricto sensu la rencontre, et vraiment notamment sur l'approche qui a été choisie, par exemple, contrairement à ce que j'ai un petit peu lu et entendu ici et là, je suis plutôt d'accord avec l'analyse de Tourelle en après-match. Je trouve que effectivement Paris a globalement bien contrôlé la rencontre, en tout cas avant l'ouverture du score marseillaise. L'approche et le plan de jeu d'étouffer avec beaucoup de contre-pressing, et pendant une demi-heure on a vu Marseille qui voyait pas le jour, vraiment qui avait beaucoup de mal à se ressortir des phases de pression parisienne, à faire quelque chose du ballon à la récupération. Toute cette approche, tout ce plan de jeu, pour moi il était bon. Et c'est même quelque chose que les Marseillais ont dit eux-mêmes. Thauvin qui explique en après-match que sur les transitions, on aurait pu être bien mieux. Globalement, on n'a pas été très intéressant tout de suite à la récupération pour se projeter vers le but parisien. C'est pas quelque chose qui est une satisfaction ou une clé de la rencontre. Heureusement qu'on a marqué sur coup de pied arrêté, c'est ce que Thauvin dit. Et même André Villas-Boas, alors Tourelle lui a dit après la rencontre « t'as joué au loto » et apparemment le ton est un petit peu monté. André Villas-Boas n'a pas dit que non, il n'avait pas joué au loto, il a dit que Tourelle lui aussi avait joué au loto contre l'Atalanta Bergame, à savoir pas exactement dominer les événements et un petit peu s'en sortir avec un petit peu de chance, mais on va y revenir, il n'y a pas du tout que ça, et à bien des égards, moi je trouve que cette victoire marseillaise, elle est méritée, mais ça permet de dresser ce premier tableau, de savoir que globalement l'approche parisienne n'était pas nécessairement mauvaise. Et donc Villas-Boas, pour finir sur la question du loto, la petite parenthèse c'est que je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir le ressenti des entraîneurs de la rencontre. Voilà, eux ils sont vraiment en capacité de nous fournir une analyse. Alors est-ce qu'ils en ont toujours envie? Est-ce qu'ils cherchent à faire passer d'autres messages? Peut-être, mais eux a priori, eux qui ont travaillé le plan de jeu, qui ont une vision vraiment un peu plus pertinente de leur effectif que nous, et qui se basent sur même les anciennes rencontres, etc. Eux ont souvent une analyse assez intéressante. Et du coup Villas-Boas lui-même, quand on lui a posé la question sur l'approche 109, le fait de faire jouer quelque part Maxime Lopez en sorte de semi-pointe, en tout cas sur les phases défensives, il a dit la réalité c'est que ça n'a pas trop marché. Les journalistes étaient en train d'aller un petit peu dans son sens, initialement de lui dire que voilà, c'était peut-être un vrai beaucoup tactique. Lui-même dit la réalité c'est que ça n'a pas trop marché et que ça a mieux fonctionné quand on a fait passer par intermittence Payet ou Thauvin dans ces zones-là. Donc voilà, je trouve que ça dit des choses sur l'approche. Ensuite, la réalité c'est que ce match il tourne pas là-dessus, et après le premier but marseillais et des buts contre le cours du jeu entre guillemets sur coup de pied arrêté, ça arrive, c'est clairement le lot du foot, je veux dire c'est une éventualité à laquelle il faut être prête. À partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui changent, et la raison pour laquelle cette victoire, on peut estimer que Paris perd ce match, c'est parce que la réponse émotionnelle est pas du tout bien proportionnée. Et je parle même pas de la séquence de fin de rencontre, on y reviendra, et puis voilà, vous le lisez depuis quelques heures, on parle que de ça, cette fameuse séquence, et les 5 cartons rouges, etc. Je parle même pas de ça. Pour moi, les éléments qui sont les plus flagrants dans la réponse émotionnelle disproportionnée, c'est à la 54e minute, à la 61e minute, même un peu plus tôt dans le cadre de la première mi-temps, c'est de trop vite monter dans les tours et de trop vite être atteint par cette frustration qui a empêché les Parisiens de bien performer. Alors il y a plein de raisons à ça, moi je dirais globalement, et on le voit sur la fin de rencontre, que finalement ces altercations elles sont plus du registre de l'ego. Je crois que
En gros, pour beaucoup d'individus sur le terrain, finalement la question à la toute fin de gagner la rencontre était presque secondaire par rapport à la question de se faire justice soi-même. Et là on voit que voilà, il y a des très très fortes individualités, mais il y a aussi une haine absolue de la défaite, d'être battu par l'adversaire. Et ça, j'en avais un petit peu parlé aussi plus tôt ce matin, c'est que je faisais la comparaison avec le grand OL, l'OL des années 2000. Pareil, une équipe qui perdait très très peu, comme le Paris Saint-Germain, et qui quand elle perdait pas avec grâce et pas avec le sourire. Il y a des gestes de Juninho notamment, moi je suis supporter lyonnais, j'ai son maillot juste ici, des gestes de Juninho qui étaient carrément répréhensibles, des taquets, de l'énervement un petit peu mesquin, un peu sale comme on a pu le voir hier. Et du coup, voilà, ça fait partie de cette réaction, mais pour Paris, effectivement, elle est disproportionnée. Et quand Tuchel parle d'un groupe constitué d'une très très forte intensité émotionnelle, peut-être avec l'apport des Sud-Américains, etc. Bon, ça c'est une autre analyse, mais il y a du vrai dans cette sensation que le PSG est peut-être un petit peu trop à fleur de peau. Et du coup, le PSG qui avait les arguments, et on l'a vu sur la première demi-heure, qui avait les arguments pour gagner ce match, le perd. Donc c'est en partie de leur faute, mais voilà, et on y vient enfin. Amis supporters marseillais, ne vous inquiétez pas, moi je juge que votre victoire est carrément méritée, parce que même si sur l'utilisation avec ballon, ça a été pas nécessairement resplendissant, eh ben, on a vu une solidarité, un état d'âme et une force mentale qui pour le coup est largement supérieure à la force mentale parisienne. Et voilà, ça se joue sur ces attributs mentaux et cette différence. D'un côté, une réponse émotionnelle trop forte, de l'autre, beaucoup de sang-froid, malgré une première demi-heure où on prend l'eau, où on est étouffé, eh ben, beaucoup de sang-froid pour résister et finalement se remettre dans le droit chemin. Une fois qu'on mène, ne pas perdre les pédales alors que les assauts sur le but s'enchaînent. On a vu une équipe solidaire, solide, qui faisait corps, il y a un vrai esprit de corps, d'union, notamment autour de leur entraîneur. Et ça, pour le coup, quand Thauvin dit que ça va leur servir sur leurs grosses échéances, notamment européennes, je suis carrément d'accord. Alors ensuite, maintenant, la question, c'est de savoir si le mal est peut-être encore plus profond pour le Paris Saint-Germain que cette simple défaite. Est-ce que ces réactions d'orgueil, quelque part, ne viennent pas masquer des problèmes encore plus structurels, encore plus importants? On peut se poser la question, c'est vrai, parce que c'est quand même le 3e match consécutif, avec une finale de Ligue des Champions dans le lot, mais le 3e match consécutif où Paris perd et où Paris ne marque pas de but, donc plus de 270 minutes sans marquer le moindre but. La première journée, on se souvient, la défaite contre Lens, dans des conditions assez particulières. Et alors, voilà, on l'a dit, conditions assez particulières. La première réponse qu'on peut apporter à cette question, c'est que quand même, Paris joue sans une bonne partie de son effectif. D'ailleurs, j'ai été assez surpris du match plutôt incroyable de Neymar. Je veux dire, il y a des gestes extraordinaires. Il tient 90 minutes en déclinant un peu sur la fin, mais en continuant à faire des différences individuelles jusqu'à la fin. Donc, voilà, il y a ce processus de réathlétisation qui est nécessaire, qui explique une partie des maux parisiens, mais je pense qu'on peut quand même aller au-delà. Il n'y a pas que cette réponse émotionnelle disproportionnée, il n'y a pas que le fait que la situation sanitaire qu'on connaît. Je crois qu'on a vu quand même sur certaines phases que l'entrejeu parisien était assez mal équipé, et puis il y a quand même un problème d'effectif structurel. Alors là tu joues 109 parce qu'il y a des absents à cause du Covid, Icardi et Mbappé, mais globalement on a quand même un problème d'avant-centre au Paris Saint-Germain, et à bien des égards on a vu sur ce match que les centres de Florenzi par exemple, quand le centre de Florenzi, lui qui a fait un super match, ne trouve que Sarabia, du coup j'ai trouvé qu'il y avait un problème de finition. Il y avait aussi un problème d'occupation des zones intéressantes. Ça on l'avait même vu contre Lens avec Kalimundo, qui était intéressant mais qui décrochait peut-être beaucoup trop, qui aurait gagné à être un petit peu plus haut sur le terrain. Donc voilà, finalement sur le plan de jeu parisien, je suis très mitigé, parce qu'à la fois je trouve que l'approche sans ballon a bien fonctionné pendant la première demi-heure, à nouveau je le répète, mais par contre l'animation avec ballon, à part utiliser le seul circuit Neymar, en gros trouver Neymar le plus souvent possible et espérer qu'il fasse les différences individuelles, qu'il fasse les décalages qui vont ensuite permettre de se créer des solutions, à part ça, on n'a pas vu de vrais circuits intéressants à exploiter. Donc ça c'est une première chose, un effectif peut-être un petit peu mal construit, l'absence de neuf véritable et du coup l'entrejeu, où par exemple j'ai bien aimé Herrera sur certaines phases mais pas toutes, et puis Gay, il y a un souvenir d'un ballon que récupère Herrera
et il lance Gay dans la surface, qui rate son contrôle alors qu'il a plein d'espace devant lui. Voilà, bon, ça manque un petit peu de qualité technique dans cette partie de l'effectif, dans cette zone. Ça peut être un problème structurel pour le PSG. À noter aussi la faiblesse extraordinaire des entrants. Voilà, si on parle d'un effectif mal construit, on doit dire qu'en sortie de banc, il y a très peu de joueurs qui ont amené de l'impact. Et puis mention spéciale pour Draxler, c'est malheureux de le voir évoluer à ce niveau, mais je me souviens de sa perte de balle, le crochet qu'il tente et où il se déséquilibre lui-même. Voilà, une image assez triste, et là aussi, ça fait partie des maux du PSG. Alors pour finir, je voulais juste aborder quelques autres éléments pêle-mêle très vite. Le niveau de l'arbitrage, on en entend beaucoup parler ce matin, hier soir. Moi, j'aime pas beaucoup en parler. Je trouve que généralement, on a tendance à déporter nos problèmes là-dessus et à déporter nos analyses là-dessus, alors qu'il y a plein d'autres choses à regarder et à voir. Pour le coup, je suis d'accord que l'arbitre a été pas d'une qualité satisfaisante, à la fois dans le discours, dans le dialogue, dans l'échange. Je trouvais très fermé, ce que regrettent souvent les joueurs étrangers en venant dans le championnat de France. Pas de place pour le dialogue, et ça participe de faire monter ce niveau de frustration, je pense. Et puis après, certaines décisions qui me semblent un peu inexplicables. Il y a des mains parfois dans la surface, l'utilisation de l'arbitrage vidéo, je n'ai pas toujours compris, et ça me semble incroyable de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression que le but de Benedetto est valable. Voilà, je sais que je suis pas le seul à le dire, mais j'ai aussi ce ressenti, et du coup c'est assez incompréhensible. Donc voilà, c'était difficile d'aborder ce match sans parler un petit peu de l'arbitre. Il y a aussi l'altercation de la toute fin, on doit en dire quelques mots. Bon, globalement, je sais pas si c'est le spectacle le plus intéressant. Moi, j'ai quand même bien aimé la montée de tension pendant la rencontre. Je sais qu'on est beaucoup à regretter voilà, le fait que ça termine très mal. Mais moi, je suis plutôt partisan d'une rencontre avec tension. Un Paris-Marseille, pour moi, ça doit être comme un Lyon-Saint-Etienne. On doit sentir cette intensité émotionnelle. Simplement, il faut qu'elle soit maîtrisée simplement au service du jeu, même pour les acteurs eux-mêmes, pour gagner la rencontre. C'est important de savoir la maîtriser, mais j'aime bien quand ça monte dans les tours. Pour moi, ça participe aussi du spectacle, et je crois qu'il y a un discours qui est un petit peu hypocrite parfois dans les médias, parce que finalement, on va utiliser ces images pour exprimer l'intensité de la rencontre quand on fait les trailers d'avant-match sur les chaînes, etc. Mais sur le moment, on se doit de les condamner. Bon, voilà, il y a une sorte de double discours qui parfois est assez intéressant. Par contre, évidemment, sur la toute fin, les gestes véritablement violents, donc entre Kurzawa et Amavi, ça en vient vraiment au point et même aux jambes. Bon, ça c'est regrettable, ok. Et puis la phrase d'Alvaro González, si elle est avérée, et pour l'instant c'est très dur de se prononcer là-dessus, vous comprenez, parce qu'on n'a pas véritablement l'information, et du coup on n'a pas envie d'imputer de faux procès à quelqu'un non plus. Mais si elle est avérée, évidemment c'est très grave, et j'espère que les sanctions tomberont en conséquence, si c'est le cas, encore une fois. Donc voilà en gros ce que je voulais dire sur ce match. Ce week-end j'ai regardé d'autres matchs aussi, vendredi Lyon-Bordeaux bien sûr, en tant que supporter lyonnais. Et puis samedi, Liverpool-Leeds. Dimanche avant, j'ai regardé un peu de Lille-Metz. Et puis en intégralité aussi, Tottenham-Everton, qui était intéressant, beaucoup moins que Liverpool-Leeds. Tottenham-Everton, je l'ai regardé avec un pote. Et ce qu'on se disait, c'est que voilà, globalement, beaucoup d'individualités intéressantes sur ce match. C'est pour ça qu'on voulait le suivre. En plus, on regarde la série sur Tottenham en ce moment. Donc voilà, il y a encore plus de piment à suivre ces deux formations. Mais sur la qualité collective, voilà, c'est évidemment rien à voir avec Liverpool-Leeds. Sur Liverpool-Leeds, tu vois deux vraies équipes qui ont des circuits répétés, qui ont une approche, qui savent ce qu'ils veulent faire quand ils récupèrent le ballon. Là, c'est beaucoup plus d'improvisation. Et je ne sais pas si je suis très optimiste sur leur qualité à vraiment créer quelque chose de collectif. Les entraîneurs ont de la qualité, Ancelotti, Mourinho, mais pour vraiment voilà, créer des circuits fonctionnels et répétés et une approche avec ballon reproductible, j'en suis moins convaincu. Donc on verra, ce sera une des belles histoires de cette saison en Premier League, j'en ai un petit peu parlé dans ma dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ce soir, on va regarder Wolves-Sheffield à 19h et Brighton-Chelsea à 21h15. Moi, je suis toujours très hypé par le retour de la Premier League, j'adore ça. Et puis, oui, je voulais vous demander aussi peut-être, vous qui avez regardé ces matchs-là et ou d'autres matchs, justement, de me parler dans les commentaires de votre équipe de cœur. Ça me permet de rattraper un peu ce que j'ai pas vu, l'équipe que vous supportez ou un match qui vous a particulièrement marqué et sur lesquels vous avez une petite analyse à formuler ou des choses à me dire. N'hésitez pas, faites-en profiter les autres, et puis moi-même, je serai ravi de vous lire. Donc voilà, en gros pour cette courte vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude. Si vous voulez pas rater la suite, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et puis, si mon maillot vous a plu, alors ça c'est un maillot de la Suède que je porte régulièrement, que j'aime beaucoup. Si vous a plu, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en commentaire. Voilà, en gros, pour tous ces éléments, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bon match ce soir à ceux qui les regardent. Et puis on se dit à très vite. Bisous.